Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Chartier, cofondateur et coprésident d'Aramis Group, leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion. L'histoire commence en 2001, Internet balbutie, la vente de voitures en ligne paraît folle, le secteur est verrouillé, vieillot, peu transparent et pourtant, Nicolas Chartier et son associé y voient une opportunité de transformation. Il crée alors Aramis Auto. 20 ans plus tard, son ambition est intacte, remettre l'humain et l'efficacité collective au cœur de la croissance. Nicolas Chartier ne parle pas seulement de résultats, il parle de méthode, de transmission et d'une conviction. On ne réussit pas seul, il nous raconte. Be Smart. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Pour commencer cet entretien, j'aimerais qu'on reprenne la chronologie des faits. En 2001, vendre des voitures en ligne, je le disais en introduction, ça ne ressemblait pas vraiment à une idée bankable. Qu'est-ce qui vous a poussé à y croire à l'époque ? En fait, on avait devant nous un marché gigantesque, celui de la vente de voitures, un produit et un besoin très important pour les consommateurs, puisque c'est le deuxième budget des ménages, et puis on a 60 ou 70% des gens qui vont tous les jours au bureau en voiture, travailler en voiture. Un besoin essentiel. Et enfin, un secteur dans lequel les consommateurs n'étaient pas tellement satisfaits. Donc, nous, ce qu'on s'est dit à l'époque avec Guillaume Paoli, avec qui nous avons monté Aramis Auto et donc Aramis Group, c'est qu'il y avait une vraie opportunité d'offrir un nouveau service aux consommateurs, de meilleure qualité, avec un meilleur prix, et d'utiliser Internet pour changer les habitudes de consommation. Est-ce qu'on vous a pris au sérieux à l'époque ? Non, mais je pense comme tous les entrepreneurs qui débutent quand on a 25 ans ou 27 ans et qu'on démarre en disant qu'on va créer un grand distributeur automobile et qu'on va changer la manière dont les gens achètent les voitures, évidemment, on ne nous prend pas au sérieux. Bon, c'est normal. Comment vous avez tenu donc, face à ce scepticisme ? Alors, d'abord on était deux, donc je pense que ça aide à tenir. Dès le départ, on était une équipe. Et puis on y croyait, et puis petit à petit, on a réussi à avoir des victoires quand même assez rapidement, ce qui nous a encouragé à continuer. Voilà. Mais je pense que effectivement la résilience c'est un des éléments clés pour être un entrepreneur. Votre première voiture vendue n'a jamais été livrée. Qu'est-ce que cette histoire symbolise pour vous ? Ah, ça c'est vrai que c'est une anecdote. Je sais pas d'où vous la sortez d'ailleurs, mais j'ai mes sources. C'est vrai que tout au début, quand on a commencé à vendre des voitures, en fait, on savait pas où les acheter. Donc ce qu'on s'est dit, c'est pas grave, on va les vendre. Et si on n'arrive pas on se débrouillera pour les acheter. Si on n'arrive pas à les acheter, on les achètera chez les concurrents et on les vendra au même prix sans gagner d'argent, mais au moins ça nous fera des apprentissages. Et la première voiture qu'on a vendue, c'était une 206. Et en fait, on l'a commandée chez un concurrent, mais il s'est trouvé que c'était quelqu'un qui n'était pas tellement fiable et qui ne nous l'a jamais livrée. Donc on n'a jamais pu la livrer à notre cliente. En fait, ça a duré longtemps et au bout d'un moment, elle a fini par annuler. Voilà, donc ça nous a fait une bonne leçon, un bon apprentissage. Et bon, elle nous en a pas voulu, c'était une dame très gentille. Mais oui, ça c'est une anecdote, c'est vrai. Si vous deviez expliquer à un jeune entrepreneur ce que vous avez appris sur vous-même les premières années, ce serait quoi en tant qu'entrepreneur ? Ce qu'on apprend sur soi-même, beaucoup de... je pense qu'on est obligé d'aller au bout de soi en fait quelque part, parce qu'on n'a pas le choix. Pour réussir, on n'a pas de soutien, on n'a pas le choix. Donc on apprend beaucoup ses limites quelque part et on apprend à repousser ses limites en fait. Il y a une forme de solitude éprouvée peut-être au début. Moi je l'ai pas ressenti parce qu'on était deux, nous. En fait, dès le départ on était deux. Ça fait plus confiance. On avait, je pense, aussi la chance d'avoir d'un entourage, que ce soit familial, amical, avec qui on échangeait beaucoup, surtout ceux qui nous soutenaient. Donc
Moi, j'ai pas du tout de souvenir de solitude ou de moments vraiment très très difficiles où on est complètement perdu. Et pourtant, au départ, euh, l'entreprise, le premier local, c'était le studio dans lequel j'habitais, qu'on a transformé du jour au lendemain en bureau, et dans lequel, en fait, on avait juste gardé un matelas qu'une amie m'avait prêté, et je dormais sur ce matelas le soir, et je le rentrais dans la salle de bain le matin. Donc c'est vrai, quand à 28 ans, on a tous ces copains qui sont dans des boîtes avec des trucs un peu sympas et tout ça, et que nous, on est à vivre comme ça dans un studio sur un matelas. Il y a des moments où on se dit, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais finalement, je peux pas vous dire que j'ai des souvenirs difficiles de ça, c'est plutôt des bons souvenirs que des mauvais souvenirs. Et oui, c'est un détail, on l'a pas précisé, mais l'aventure commence à Paris, donc. Ça commence à Paris, ouais. Vous avez traversé donc 2 décennies de transformation. Comment on continue d'apprendre quand on est à la tête d'un groupe comme le vôtre? Alors, l'apprentissage pour nous, en fait, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on promeut au sein de l'entreprise, évidemment pour nous et pour nos collaborateurs. Et on se considère d'ailleurs comme une entreprise apprenante. Et effectivement, cet apprentissage, c'est avant tout nous qui devons apprendre. Et en fait, comment on continue d'apprendre? Je pense que nous, notre point de départ, c'est les difficultés qu'on rencontre. Donc à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, à chaque fois que quelque chose résiste, on se dit qu'il faut apprendre pour mieux faire la fois d'après. Donc chaque échec est une source d'apprentissage. Donc à la question comment on continue d'apprendre, j'ai envie de dire on continue de pousser les limites. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui résiste, à chaque fois qu'on a un échec, on essaie de trouver la manière d'apprendre qui peut différer. Hein. Ça peut être de la formation, ça peut être se renseigner auprès de quelqu'un d'autre, ça peut être tester plusieurs fois. Enfin, il y a des multiples formes d'apprentissage. Mais je pense que c'est l'échec qui nous pousse à apprendre. Est-ce que vous avez eu un mentor, ou avez encore un mentor? Oui, plusieurs. Oui. On a eu à une époque, on avait créé un advisory board avec Guillaume. Un de nos mentors, pour en citer un, qui est malheureusement décédé depuis, c'était Pierre Guénan, qu'on était allé chercher, et qui était le fondateur d'un groupe qui s'appelait PGA Automobile, et qui était le plus gros groupe de distribution indépendant européen, qu'il avait lui-même créé sur la base d'une concession familiale. Et il avait lui-même, quelque part 20 ou 30 ans avant nous, révolutionné la manière dont la distribution automobile. Et on avait envie de l'avoir auprès de nous et de pouvoir bénéficier de ses conseils. Et on était allé le chercher en lui demandant de nous aider. Parce qu'il avait fallu le convaincre, parce qu'au début, il ne voulait pas. Mais... Et vous aujourd'hui, vous tâchez d'en être un des mentors? Oui, moi, j'espère être encore un peu jeune pour être un mentor, mais quand quand des entrepreneurs nous sollicitent, nous on répond toujours positivement. Quand ils ont envie de discuter, oui, bien sûr. Ouais. Et puis moi j'aide aussi, oui, quelques entrepreneurs dans leur développement. Ouais. J'ai découvert un concept en me penchant sur votre cas. Vous évoquez beaucoup le lean management, que vous abordez d'ailleurs dans un de vos livres, comme levier stratégique. Est-ce que vous pouvez m'en donner une définition selon votre expérience, votre approche? Alors, je pense que ce que je peux faire, c'est vous parler de la démarche qui nous a amené à nous intéresser au lean. En fait, donc, alors, le lean, si on veut le définir, il y a beaucoup de définitions différentes du lean. Pour nous, c'est un modèle de pensée qui pousse à s'améliorer en permanence, en allant résoudre les problèmes qu'on rencontre et en capitalisant sur les personnes. Et nous, la croyance très forte que l'on a, c'est le développement de l'entreprise va se faire par le développement des personnes. Et notre facteur clé de réussite, ça va être le développement des personnes. C'est ça qui va créer la croissance de l'entreprise et créer le succès de l'entreprise. Et le lean nous aide à faire ça, en fait. Après, donc, il y a une pensée lean, et puis il y a tout un tas de boîtes à outils, quelque part, qui permettent de réaliser ça. Et puis il y a tout un environnement, un écosystème, quelque part, autour du lean, qui va permettre à chaque question qu'on se pose, à chaque problème qu'on se pose,
d'aller chercher des ressources, des idées, des soutiens pour pouvoir aider à se développer. Et vous, ce concept, comment est-ce que vous le découvrez? Bon, la première fois que j'en entends parler, c'est quand j'étais à l'école, en fin des années 90, en étudiant. Et puis c'est quand même un concept qui est connu. Enfin, je veux dire, on en parle dans tous les, enfin, dans des livres de management, dans des revues, on en entend parler régulièrement. On en entendait parler régulièrement, peut-être un peu plus encore aujourd'hui. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise s'est développée et à un certain moment, au bout d'une dizaine d'années, en fait, on s'est retrouvé vraiment coincé. On avait du mal, on n'arrivait plus à générer de croissance, on n'arrivait plus à générer de performance. Ce qui avait fonctionné au départ ne fonctionnait plus. Et notre modèle de management, en fait, notre modèle de management ne fonctionnait tout simplement plus puisqu'on ne manage pas de la même manière une entreprise, une start-up où il y a 3, 5, 10 ou 50 personnes, et puis une entreprise qui a 100, 150 personnes. Et le moment où on a commencé à être... Alors, qu'est-ce qui pêchait à ce moment-là? Alors, il y a plusieurs choses qui pêchaient. Je pense que la première, c'est que on avait créé une complexité à force de faire grandir l'entreprise et en allant vite, on crée des strates de complexité quelque part qui, au bout d'un moment, asphyxie l'entreprise. Ça, c'était le fruit d'une croissance trop rapide. D'une croissance rapide, d'une manière d'avoir fait la croissance qui n'était pas forcément réfléchie comme il fallait, de prise de décision aussi entre guillemets court-termiste. C'est pas parce qu'on avait une vision, mais quand on fait sa croissance et quand on n'a pas de moyens, on prend des décisions. Et donc trop de verticalité aussi. Beaucoup de verticalité. Beaucoup de verticalité parce que c'était la seule chose qu'on savait faire. Parce que nous, on avait commencé comme ça, au début, on était deux, on a tout fait, on savait tout faire, on était ceux qui savaient faire le mieux dans l'entreprise, et ça allait toujours plus vite quand on le faisait nous, ou quand on donnait une instruction pour faire. Mais naturellement, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et à un moment, on s'est retrouvé coincé. Et donc, en cherchant... alors nous, évidemment, on a toujours été à lire des livres de management, des revues, regarder des émissions, même si la vôtre n'existait pas à l'époque. On toujours cherché à apprendre. Et en cherchant, on est tombé là-dessus. Quelqu'un, en fait, nous a proposé de nous lancer là-dedans. Et puis on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, on y allait. Vous avez commencé par quoi? Ça se traduit concrètement? Alors, comment alors déjà, nous, on a eu plusieurs étapes, puisqu'on a commencé... le modèle, la manière dont on a commencé au départ, c'était avec des consultants qui n'étaient pas vraiment spécialisés dans le domaine, mais qui nous ont dit on va vous aider à faire du lean, vous allez voir, ça va être bien. Et on a commencé par faire des chantiers, un petit peu des chantiers collaboratifs d'amélioration, ce qu'on appelle aujourd'hui des kaizen, mais c'est des chantiers d'amélioration collaboratifs, où on fait bosser ensemble les personnes de l'entreprise. Sur des problématiques qui sont... De manière plus horizontale et moins verticale, sur des problématiques, en général de problèmes clients. Donc pour vous donner on avait à l'époque un sujet sur la rapidité des dossiers de financement pour nos clients. Et donc, par exemple, c'était un des types de chantiers qu'il y avait. Et ça a plutôt bien marché. Mais ça s'est essoufflé assez rapidement. Ça, c'était la première phase. Et puis la deuxième phase, c'est que j'ai commencé à travailler avec... je vous le fais rapidement, hein, mais à partir de 2016, on a commencé à travailler avec quelqu'un qui est un spécialiste du lean, ce qu'on appelle nous un sensei. Et j'ai commencé à être coaché moi. C'est-à-dire que dans la première phase, j'avais choisi, enfin, on l'avait fait avec Guillaume, de mener des chantiers sur les collaborateurs en se disant, bon, ils vont s'améliorer. C'est eux qui vont s'améliorer et c'est eux qui vont améliorer leur manière de travailler. Il n'y avait pas de remise en cause du dirigeant. Jusqu'au moment où je rencontre quelqu'un qui me dise, dans des termes plus durs que ceux-là, tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas compris, le problème c'est toi. Et c'est toi qui dois changer et c'est toi qui dois apprendre à faire différemment. Et là, donc ça à partir de 2016-2017,
Et là, on a commencé à faire différemment. Et en fait, en réalité, moi, j'ai été coaché et j'ai appris à faire différemment pour emmener les équipes différemment. Et du coup, ça passe par quoi? Comment est-ce que vous, à titre personnel, vous les embarquez? Déjà, est-ce qu'ils comprennent ce que vous essayez de construire? Et est-ce qu'à ce moment-là, le changement opéré a été compris de tous? Non. Déjà, est-ce que ça a été suffisamment radical pour que les gens s'en aperçoivent ou est-ce que c'est... Oui, alors oui, alors on peut être plus ou moins radical selon les entreprises. En tout cas, visible. C'était visible évidemment, et il y a il y a nous, il y a eu un changement de la manière dont le manager, en l'occurrence moi, Ça passe par plus se positionnait. Donc, ça passe par avoir des discussions différentes de celles qu'on avait auparavant. On avait un mode de management traditionnel, les responsabilités étaient réparties entre les uns et les autres, et on faisait des points sur les atteintes des objectifs à travers des reporting, présentations PowerPoint, fichiers Excel et compagnie. Enfin, voilà. Chacun avait des objectifs bien définis et on faisait le suivi de tout ça. Et évidemment, nous, on avait l'habitude d'aller sur le terrain, mais on ne mettait pas le terrain au cœur de notre leadership, en fait. Donc, on avait l'habitude de faire des visites terrain puisqu'on en revenait, on était assez à l'aise sur le terrain. Mais petit à petit, on avait été poussé plutôt vers les salles de réunion et vers la direction de l'entreprise depuis les salles de réunion. Donc une forme de déconnexion quelque part. Oui, aussi, oui, bien sûr. Donc le premier changement, c'est de se dire on va retourner sur le terrain et on va changer la manière dont on discute avec les collaborateurs et on va commencer par aller discuter avec chacun d'entre eux des problèmes des clients et de discuter ensemble comment on pourrait résoudre les problèmes, comment on pourrait d'abord comprendre les problèmes et résoudre les problèmes. Donc on va sur le terrain, on axe notre travail sur la résolution de problèmes. On va résoudre les problèmes sur le terrain. Aider les collaborateurs à résoudre les problèmes sur le terrain, aider à comprendre, les orienter mieux aussi par rapport, pour mieux expliquer ce qu'on veut faire. Faire beaucoup plus confiance aux collaborateurs pour résoudre ces problèmes, justement leur donner les moyens de le faire et de prendre les décisions, donc renvoyer le pouvoir de décision le plus proche du client, et puis travailler à de l'amélioration continue sur cette base-là. Voilà. Et alors d'apprendre à déléguer, ça a été, j'imagine... Alors, je dirais pas que c'est déléguer dans un modèle de management traditionnel comme on l'appliquait avant, on déléguait puisque les tâches étaient réparties, toi tu es en charge de ça, toi tu es en charge de ça, toi tu es en charge de ça, tu me dois ça, tu dois faire tel chiffre d'ici la fin du mois, toi tel chiffre, et tu résous tes problèmes. Je vais pas dire je veux pas en entendre parler, mais chacun doit résoudre ses problèmes dans son coin. Donc ça, la délégation était existante et attention, pour les décisions, vous venez me voir et on décidera, je déciderai, enfin, tu décides un petit peu, et je décide beaucoup. Et surtout, quand vous n'êtes pas d'accord, je tranche. Bon, ça, c'est assez traditionnel, c'est ce qu'on pratiquait. Donc, c'est moins un sujet de délégation, plus que... Il y a quand même... Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un certain lâcher-prise en disant, bon, bah, allez-y, décidez. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce qu'on peut faire? On est face à un problème client, par exemple. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les options qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on apprend, au lieu de décider, à encadrer une prise de décision structurée de la part des collaborateurs. Et une fois que chacun est capable de prendre des décisions en fait dans l'organisation, on va beaucoup plus vite puisqu'on n'a plus besoin de remonter les décisions au management. Évidemment, c'était pas uniquement le dirigeant. Il y avait des membres du comité de direction qui décidaient aussi, mais c'était beaucoup plus centralisé que ce n'est aujourd'hui. Et donc, à votre échelle, vous vous êtes vite aperçu que ces mesures étaient vertueuses. Très vertueuses, oui. Tout ne marche pas du premier coup. Est-ce qu'il y a eu des tentatives qui n'ont pas fonctionné, des idées qu'il a fallu abandonner? Nous, on est... oui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et on est en recherche permanente d'améliorer les choses. Donc... oui, bien sûr. Enfin, alors, une fois qu'on est dans une démarche lean, en fait, on est dans une démarche qui est relativement encadrée et où les choses qu'on peut mettre en place, elles ont fonctionné ailleurs. J'ai envie de dire, ça fonctionne de manière quasi systématique si on le fait bien. Donc le problème, c'est pas
c'est plus la manière de La le faire. façon dont on fait. Et parfois, il faut s'y prendre à plusieurs fois, essayer plusieurs fois avant de réussir, plutôt que la méthode qui est en cause. Et est-ce que cette méthode Lean, ça implique des rituels de management? Ah oui, beaucoup, ouais. Enfin, Comme quoi, par exemple? c'est Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui chez vous? Je peux vous donner un exemple. Une des choses qu'on fait en comité de direction, alors assez élargie d'ailleurs aujourd'hui, c'est on partage des résolutions de problèmes. Donc une des manières de travailler Donc, c'est ensemble, vraiment le nerf. voilà, on partage des résolutions de problèmes. Donc l'entreprise, et finalement, faire grandir une entreprise, c'est prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est résoudre des problèmes. Et nous, on apprend à prendre des décisions, on apprend à résoudre des problèmes. Et on a une méthodologie commune de résolution de problèmes. Donc il s'agit de transmettre en fait en continu. Voilà. Et tous les membres de l'entreprise, face à un problème, sont formés à réagir de la même manière et sont capables de se mettre tout de suite en équipe avec une méthodologie pour parler de ce problème-là et aller très vite finalement dans la résolution du problème. Et donc partout dans l'entreprise, il y a des résolutions de problèmes et ces résolutions de problèmes, on les partage. Alors on ne partage pas tout à tout le monde, mais on a une organisation pour pouvoir les partager, les faire remonter. Donc, une résolution de problème qui est faite dans une usine en France. Si elle est super, elle va être peut-être partagée avec les autres usines. Et si elle est vraiment, enfin, la meilleure de toutes les usines va peut-être être partagée avec le comité de direction du groupe, pour vous donner un exemple. Et donc, régulièrement dans le comité de direction, en fait, toutes les semaines, on partage des résolutions de problèmes qui remontent des pays, ce qui nous permet de parler de ce qui se passe en vrai auprès des clients et de développer notre propre connaissance de la manière dont fonctionne le business. Et toujours pour rester sur cette notion de transmission, vous avez donc publié Réussir en équipe. Pourquoi ce besoin de transmettre, vous, personnellement? Alors, je pense que dans l'apprentissage, ce qu'on dit, c'est il y a la théorie, la pratique et la restitution. Donc, assez rapidement, on a commencé, sous l'impulsion d'ailleurs de Michael Ballet, avec qui on travaille et avec qui on a écrit le livre, on a commencé à écrire des retours, partager l'expérience, pour pouvoir le partager en fait essentiellement en interne avec nos collaborateurs. Donc on le publie souvent en externe, mais notre public, c'est l'interne. Le livre, ça a été l'occasion, à un moment où le groupe grossissait et où on est passé assez rapidement de 1 à 6 pays. Vous êtes combien aujourd'hui? Il y a 6 pays aujourd'hui et 2500 collaborateurs. Et on est passé, entre 2017 et 2021, en fait, on est passé de 1 à 6. Et c'est à ce moment-là qu'on a publié le livre. C'était l'occasion d'écrire, effectivement, d'expliquer ce qui nous était arrivé avant 2016, après 2016 et dans les 5 ans finalement qu'on suivit 2016, et de pouvoir avoir quelque part une référence pour discuter ensuite avec nos équipes. Et est-ce que vous, qui donc avez commencé en 2001, vous sentez une nouvelle génération de managers émerger? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont plus lucides? Est-ce qu'ils sont... comment vous pourriez les qualifier? Alors une nouvelle génération, oui, c'est certain. Enfin, j'étais hier dans un point de vente dans le sud de la France et à l'usine aussi. On a des jeunes, des managers qui ont une trentaine d'années et qui prennent en charge une partie du business. Oui, bien sûr, mais je veux dire, en termes de philosophie managériale, d'approche, est-ce que fondamentalement, vous voyez les choses changer? Je peux pas dire ça, non. Non, mais je pense que je le vois pas moi. Je pense pas être capable de le comparer, donc je peux pas vous dire que je le vois changer. Pourquoi? Parce que je voyais pas les managers, j'en faisais partie de la génération des managers de 30 ans il y a 20 ans, donc je pense que j'ai pas le même regard dessus. Donc. Comment on garde le cap quand le marché change, les attentes des clients évoluent? Comment vous gardez le cap? Alors, je pense que nous, on a
Alors là encore, hein, c'est important parce qu'on est deux, et puis maintenant on n'est plus deux, on est d'autres parce qu'on a autour de nous un comité de direction avec des patrons de pays, avec une équipe au groupe qui est là pour soutenir les pays. On a aussi un conseil d'administration, donc euh, et on a une vision. Enfin, nous comme beaucoup de chefs d'entreprise, on a un travail régulier sur réfléchir à la vision. Est-ce que c'est toujours et je pense elle change assez peu et on est assez clair là-dessus. Et nous, on a une étoile une étoile du Nord quelque part qui est apporter de la valeur à nos clients. Donc, on est en permanence en train toujours de se reposer cette question: qu'est-ce qui est bon pour nos clients, qu'est-ce qui est bon pour nos collaborateurs, et est-ce qu'on est en train de créer de la valeur. Et je vais vous donner un exemple parce que c'est un moment très très perturbé. Évidemment, des moments perturbés, on en a plein avec la variation du marché de l'automobile, avec ce qui se passe en ce moment avec les constructeurs, avec les véhicules électriques. Donc, mais un moment extrêmement complexe et inattendu, c'est la crise du Covid, où pour une entreprise comme la nôtre, on a été obligé de fermer du jour au lendemain, on peut plus livrer. Enfin, et c'est typiquement le genre de situation dans laquelle on se retrouve en se disant: ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour nos clients? Nous, on s'est pas dit on va fermer. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour nos clients, et comment on fait pour que nos collaborateurs puissent travailler dans des conditions en sécurité. Donc ça nous a amené à dire en fait on ferme pas, on n'a pas fermé parce que nos clients, il y en avait une partie qui avait besoin de voitures puisqu'on servait des infirmiers, des infirmières, des gens qui travaillaient dans des supermarchés, localement d'ailleurs des services d'aide, pompiers et compagnie qui avaient besoin de voitures. Donc on s'est dit on peut pas fermer, il faut qu'on continue. Par contre, il faut qu'on continue en ayant des collaborateurs qui sont en sécurité. Donc comment on fait pour organiser les choses de manière à ce qu'ils puissent opérer en sécurité pour servir les clients. Donc l'étoile du Nord, en fait, c'est toujours ça. Là, le véhicule électrique qui arrive, qui devient quelque chose d'important, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour satisfaire nos clients avec le véhicule électrique? Donc il faut qu'on leur apporte des informations différentes sur l'autonomie, sur la capacité de la batterie, sur comment je vais recharger mon véhicule. Enfin voilà. Donc on est l'étoile du Nord, c'est ça, et ça marche plutôt pas mal. C'est déjà la fin, mais j'ai une dernière question. Si vous deviez résumer votre philosophie en termes de management, quelle serait-elle? Alors on a deux manières de le dire. Nous on dit qu'on a un management qui est orient and support. Donc on oriente et on donne du support pour que les collaborateurs puissent réaliser, qu'on oppose au command and control. Voilà. Ça c'est pour le concept, mais vous à titre personnel. Et on a aussi, oui mais c'est un concept qu'on a lancé nous quelque part, et on a aussi people are the solution. En disant que c'est par les people par les collaborateurs qu'on va développer l'entreprise. Donc moi, ma philosophie personnelle, c'est que le rôle du manager, c'est de s'occuper de ses collaborateurs et de développer ses collaborateurs, et c'est comme ça qu'il va développer son activité. Merci beaucoup. Merci Nicolas Chartier, cofondateur et coprésident d'Aramis Group. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.